travaille au Centre national de pomologie à l'Est. Le centre de pomologie est un centre de documentation sur les fruits. Bonjour, on commence, ne vous inquiétez pas. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des variétés de figuiers, et en particulier les variétés de figuiers qu'on trouve ici dans le verger conservatoire. Donc, en titre de pomologue, c'est mon travail, en fait, d'avoir identifié et caractérisé les variétés de ce verger. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé de les présenter. Alors, vous en aurez quelques-unes à déguster, malheureusement pas toutes. Donc, il faut savoir qu'il y a une centaine de variétés sur le verger. Donc, des variétés qui sont toutes issues de Ficus carica, qui est donc le nom latin de l'espèce, qui donne les figues que l'on consomme. Alors, ce nom latin, Ficus carica, vient de ficus, ça vient de figa, un mot occitan, qui a donné ficus, et carica, parce que les Romains pensaient la figue originaire de Carie, qui est une zone, juste une province d'Asie mineure. Voilà, c'est pour ça que bonjour, entrez, je vous en prie. Ficus carica appartient à une grande famille, qui est la famille des Mouracées. Mouracées, c'est le Morus alba, le mûrier blanc, qui a donné son nom à cette famille. Alors, qu'est-ce qui rapproche le mûrier du figuier? C'est avant tout sa feuillaison. Chez les Mouracées, en fait, on a une feuillaison particulière qui peut muter au cours de la saison. Chez les Mouracées et en particulier les mûriers, vous avez une première pousse, donc quand la tige est jeune, qui peut porter des feuilles découpées. Et puis, chez le figuier, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que le figuier a tendance à faire des feuilles pleines quand il est jeune. Et puis, au cours de la saison, cette feuille, elle va se palmer. Autrement dit, elle va faire de 3 à 7 lobes. Ça dépend des variétés. C'est un critère de la variété. Donc, Ficus carica est le seul représentant européen du genre figuier, du genre Ficus, et c'est tout simplement parce que son aire de répartition est le plus au nord. Donc, c'est le Ficus carica qui arrive à s'adapter chez nous. Tous les autres figuiers, tous les autres ficus sont plutôt répandus dans les zones tropicales, mais n'arrivent pas à pousser en pleine terre chez nous. Donc, c'est l'arbre le plus septentrional. Donc, alors je suis désolée, le texte ne s'affiche pas. La figue est considérée à l'heure actuelle comme le plus ancien fruit domestiqué après la découverte en 2006 dans la vallée du Jourdain, en Palestine, de 9 figues datant de 9400 à 9200 ans avant Jésus-Christ. Donc, on considère que c'est un des premiers fruits qui a été domestiqué par l'homme. Donc, c'est une époque qui est à peu près approximativement celle où on sait que le riz également a été domestiqué. Mais par contre, c'est 1000 ans plutôt que celle du blé, par exemple, de l'orge ou des légumineuses. Donc, la figue est vraiment un des fruits, un des tout premiers fruits domestiqués et donc cultivés. Enfin, cultivés, on ne peut pas dire ça, mais en tout cas, prélevés dans la nature pour se nourrir. Sans doute aussi, il y avait trouvé aussi l'intérêt, c'est-à-dire que les figues séchaient sur l'arbre, et donc il leur permettait aussi, au fil du temps, d'aller en ramasser même quand la saison était passée. Alors, si les Phéniciens la font connaître sur les bords de la Méditerranée, ce sont avant tout, bien sûr, les Romains qui vont nous l'amener, nous généraliser sa culture dans le sud méditerranéen. Comme toujours, ou comme souvent, en tout cas chez les arbres fruitiers, c'est les Romains qui amènent la culture. Plus ancien, en 100 ans, avant Jésus-Christ, cite déjà près d'une centaine de variétés qu'il connaissait. Donc il arrive, alors plus ancien, on a ses écrits parce que son neveu a fait des écrits, et donc on sait qu'il en connaissait donc à peu près une trentaine de variétés qui différenciaient. Et on sait que les Romains avaient très vite compris le principe de... Alors, ils ne savaient pas trop comment ça marchait, mais ils avaient compris le principe de la culture et également de la greffe. Donc, en France, c'est grâce à Louis XIV, qui est un grand gourmand. En fait, en France, on avait beaucoup d'évolution au niveau de la culture des fruits,
grâce à Louis XIV et son jardinier, hein, le fameux monsieur de la Quintigny, qui va en fait faire en sorte que pour que Louis XIV ait toujours de la figue à sa table, va mettre en place donc des figuiers entalissés contre des murs et également sous serre. Alors, donc aujourd'hui, je suis bien venue vous parler des variétés de ce verger. Donc, on va différencier, alors je vais chaque fois vous dire, on va différencier déjà deux groupes chez les variétés. On va différencier les bifères des unifères. Alors, qu'est-ce qu'une bifère? C'est un figuier qui va porter des fruits 2 fois dans l'année. Contrairement à l'unifère qui va porter des fruits une seule fois dans l'année. Alors, la véritable saison de production d'un figuier, c'est l'automne. Comme la plupart des arbres fruitiers, il y a une saison, c'est l'automne. Mais, au cours de cette saison-là, il peut décider, et c'est le cas des figuiers bifères, de retarder une partie de la production. Autrement dit, il va garder des toutes petites figues qu'il ne développe pas sur le bois, et il ne les produira que l'année suivante, à partir de mi-juin, généralement. En tout cas, chez nous, sur notre climat, c'est souvent à partir de mi-juin. Donc, ces figues retardées, on les appelle souvent les brébas ou figues fleurs. C'est pas du tout, oubliez la notion de fleur, ça n'a rien à voir, mais néanmoins, ce sont des figues retardées. Alors, comment on le sait? Tout simplement, c'est le bois de l'année précédente qui les porte. Alors que les figues d'automne vont pousser sur le bois de cette année. Donc c'est vraiment la différence entre ces deux, c'est vraiment une figue qui n'a pas été produite à l'automne, qui va attendre tout l'hiver que l'arbre veuille bien la déclencher. Donc bifère, unifère. Dans les unifères, on peut aussi trouver des partiellement bifères. C'est-à-dire que ces toutes petites figues, il leur faut un certain climat pour arriver à se développer. Et chez nous, pour peu qu'il y ait un peu de froid ou beaucoup de pluie au printemps, elles ne vont pas s'éclencher. Et elles ne vont pas naître. Mais exceptionnellement, parce que le printemps était bon, on va se retrouver avec une production à un moment donné où on ne l'attendait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle les partiellement bifères. Et je dois informer aussi ceux qui habitent au nord, disons, de la ligne de démarcation avec la Loire, par exemple, à peu près. Tout ce qui est au nord, si vous plantez de la bifère, souvent vous n'obtiendrez pas le premier fruit. Vous n'obtiendrez que le second fruit. Parce que, là encore, le climat ne correspond pas, ne lui permettra pas d'amener ce premier fruit, donc ce fruit de juin, la bréba, il ne lui permettra pas de produire ce fruit. Parce que le climat ne correspond pas, il n'arrive pas à la développer, il va y avoir trop d'eau. Voilà, tout ça. Donc, quand on est au nord d'une certaine limite, donc il faut toujours s'interroger. On veut un bifère, avec le réchauffement climatique, on peut en avoir de temps en temps, mais il ne faudra pas s'attendre à l'avoir systématiquement chaque année. Voilà. De la même façon, si vous êtes au nord, achetez des variétés qui vont avoir une maturité plutôt précoce. C'est pareil, un figuier, il va produire, comme on a des variétés qui commencent à produire maintenant, mi-septembre, voire parfois fin septembre. Si vous mettez, quand les gens sont en Normandie, par exemple, hier je discutais avec des gens qui venaient de Normandie, si vous mettez une variété tardive en Normandie, elle n'arrivera jamais à maturité. Il va lui manquer le soleil à ce moment-là, ou alors elle va faire des fruits insipides, trop plein d'eau, et qui finalement vont fermenter très vite. Vous mettez des variétés précoces, et là vous êtes sûr d'avoir votre production. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, la diversité variétale du figuier, de sa famille, c'est aussi ses feuilles particulières. Et donc, vous voyez qu'au sein de l'espèce, des variétés, on va trouver vraiment des formes très particulières. Ici, je vous confirme, c'est bien une variété de figuier qui s'appelle Argade, qui a des feuilles qui ressemblent étrangement à des feuilles de vigne, même dans la forme et dans la taille. Donc, on a vraiment une diversité à la fois dans la forme, et il peut y avoir, ce que je n'ai pas mis dans ce diaporama, des feuilles pleines. Il y a des variétés qui ont des feuilles pleines, autrement dit, qui ne sont pas découpées.
Donc en l'occurrence, c'est important de se dire qu'il n'y a pas une seule variété, forme de feuilles de figuier, c'est pas vrai. Les feuilles de figuier vont dépendre aussi de la variété. Donc quand on essaie de déterminer une variété de figuier, il nous faut absolument aussi voir les feuilles. Donc les feuilles sont généralement caduques, rugueuses, finement velues, assez grandes, jusqu'à 25 cm de long. Elles peuvent faire quasiment la taille, il y a une variété là dans le verger en particulier, la variété Adam. Elle peut faire, la feuille fait quasiment la taille d'un grand plat. Tellement elle est assez. Et puis elle a des lobes larges, ce qui fait qu'on peut s'en servir presque comme d'une assiette. Elles peuvent avoir donc de 0 à 7 folioles, à 7 lobes. Donc voilà, de 0 à 7 lobes. Et enfin, elles peuvent avoir parfois des petites couleurs particulières. Donc on a quelques variétés, c'est le cas par exemple d'une variété d'abricot. L'abricot, elle va avoir le pétiole rose, alors que la plupart vont l'avoir en vert, parfois un peu blanc. Mais abricot fait partie des figues qui ont un pétiole rose qui est très beau. En fait. Donc il y a aussi une différence. Donc là, je vais vous parler maintenant de quelques-unes des variétés qui sont donc, dans ce verger conservatoire. Donc je vous l'ai dit, il y a environ une centaine de variétés. Ces variétés, je vous en ai choisi quelques-unes qui sont faciles à trouver, parce que même si sur la table, vous en aurez quelques-unes qui sont peut-être dont vous allez pouvoir goûter le fruit, parce qu'on a la chance de les avoir. Donc, la Bellone, elle est également appelée figue de Nice ou noire de Nice. Donc, elle était très cultivée en Provence. C'est la reine des figues dans la région de Toulon à San-Rémy. Elle est très recherchée fraîche. Elle surpasse en goût toutes les autres, selon M. Sauvégo, qui était donc en 1889 parlait de cette figue comme de la meilleure figue. Dans le terroir de Nice, les arbres, on peut trouver encore des vieux arbres qui sont admirables tellement ils sont grands, costauds. Alors, pour information, un figuier peut faire jusqu'à 10 mètres d'ampleur, de fondaison, et de 4 à 6 mètres de haut. Donc c'est un arbre fruitier qui a tendance à s'étaler. Voilà. Donc pour la Bellone, on est sur un figuier unifère, donc il ne produit qu'une seule fois dans l'année. Mais de temps en temps, on arrive à avoir un second fruit qui n'a pas une grande valeur. Son épiderme est noir, violet, pruneux. Alors la prune, vous savez ce que c'est? La prune, c'est la petite poudre qu'on peut retrouver parfois chez le raisin ou chez la prune, et qui est aussi, qu'on trouve aussi régulièrement chez les fruits comme la figue. Vous voyez, ça donne un aspect comme poussiéreux. C'est ça qu'on appelle la prune. Donc c'est une caractéristique des variétés. Donc la Bellone porte une prune. La prune, chez les fruits, c'est souvent une protection. C'est comme une cire. En fait. C'est une cire qui la protège. Alors, soit des chocs, souvent, si vous vous apercevez, si vous les touchez, en fait, la prune, elle reste. Et finalement, ça protège l'épiderme. Voilà. Alors, la Bellone, son fruit est adapté au séchage. Pré-confiture séchage, et elle a une très bonne tenue à la cuisson. On passe à la suivante. Vous voyez, ça fait. Alors, bien sûr, la taille du fruit, mais c'est des jolis fruits aussi. Donc, la variété blanche, alors c'est une variété assez ancienne, on l'appelle aussi variété blanche de Versailles, l'Argentine, la blanche ronde, la Madeleine, la blanche fleur, et en Angleterre, on l'appelle Peter's Honey. Donc, ça veut dire le miel de Peter. Alors, elle est très, très cultivée dans le sud de l'Europe, Italie, Espagne, et bien sûr chez nous, et également au Portugal. Adorée. Alors, elle peut porter aussi différents noms comme botadine, c'est-à-dire goutte de miel. Voilà. Donc, selon par exemple, au Portugal, elle est souvent appelée botadine. Donc, c'est une origine très très ancienne. Donc, la première édition de cette variété, c'est 1669, un bouquet anglais. Donc,
elle est déjà cultivée en Angleterre. Donc c'est un bouquin de John Edwin donc, qui la cite. Donc en France, la variété a été principalement cultivée autour d'Argenteuil, près de Paris. C'est une des variétés qui réussit le mieux dans l'ouest et le centre de la France. Donc celle-là, elle réussira très bien dans ces secteurs-là. Elle ne souffrira pas d'humidité, elle ne souffrira pas, voilà, ça va très bien se comporter. Sa maturité est précoce, elle arrive mi-août, donc c'est bien, justement, pour ces secteurs-là, parce qu'ils vont pouvoir avoir une production qui sera certainement décalée dans le temps, peut-être début septembre, hein, puisqu'on est bien sûr tout à fait sur le même climat. Donc il faut les manger par contre fraîches et très rapidement parce que ça abîme assez vite. C'est une bonne qualité. Et en particulier, si l'été a été chaud, elle va se charger en sucre. Alors, est-ce qu'on comprend donc là, on est sur la bourge à saute noire. Alors, bourge à saute noire, elle a un nom plus connu, c'est la violette du Soviet. Donc, c'est elle qui correspond à près de 80% des variétés qui sont cultivées en France. 80% de la variété cultivée en France, c'est la bourge à saute noire. La bourge à saute noire, vous aurez l'occasion de la goûter. Elle est très ferme, elle supporte très bien les transports, donc elle ne s'écrase pas. Donc elle bénéficie de très beau calibre. Elle est bonne, bien sûr. Et surtout, elle produit. Elle produit énormément. Donc elle a été appelée Barnisotte, Bellegarde, Précoce Noire, Bourge à Jotte, Parisienne, Negro Largo en Espagne, Bénissou Negra et bon, des de service. Donc, elle est également très cultivée en Italie, en Espagne. Je vous dis, c'est une des grosses variétés de production. Je dis ça principalement parce que son fruit supportera très bien le transport et supportera d'attendre quelques jours sans s'abîmer. Elle fermente peu. C'est une variété unifère qui peut produire sans pollinisation. On n'en a pas parlé, on verra après si vous avez des questions là-dessus. Afin d'allonger donc sa saison de récolte, il faut l'irriguer par contre. Pour avoir une bonne saison de récolte, donc elle dure longtemps, il faut penser à l'irriguer parce qu'elle a besoin d'eau. Donc on peut, pour information, on peut récolter jusqu'à 2000 fruits par arbre majeur. C'est une très grosse production. Alors, Calabacita. Calabacita, c'est une variété espagnole qui est très répandue en Espagne, en particulier en Estrémadure. Et elle est principalement séchée. C'est une très bonne figue qui est bifère. Donc elle a été particulièrement aussi cultivée dans les Baléares. Voilà. Et elle fait, le gros de sa production, elle le fait à l'automne quand même. Hein. Elle est bifère, mais elle fait plutôt une grosse production à l'automne. C'est un beau et bon fruit, mais comme vous pouvez le voir, il a tendance à fissurer sur son épiderme et donc il est difficilement transportable. C'est pour ça qu'il est principalement séché dans les zones de production. Donc elle est plutôt réservée pour la zone méditerranéenne parce qu'elle a besoin de beaucoup de chaleur. Les fruits ont tendance à sécher sur l'arbre, vraiment. C'est encore un signe de bonne adaptation au séchage. Comme vous pouvez le voir, là, on est sur une chair ambrée. Vous verrez aussi sur la table que vous avez quelques-unes de chair ambrée. Alors là, on est sur le col de dame. Alors, col de dame, il faut savoir qu'il en existe plusieurs, col de dame. Alors, pourquoi col de dame? Comme vous pouvez le voir, c'est un col, cette partie-là qu'on appelle le col. Alors, c'est différent d'ici. Ici, c'est le pédoncule. Hein, il est tout petit. Mais le col, c'est cette partie-là. Et alors, cette partie-là, elle est sans chair. Autrement dit, la chair la plus porose, elle n'est que dans la partie ronde. Au-dessus, c'est ce qu'on appelle le placenta. Et donc, dans certains cas, dans certains fruits, on va avoir le placenta qui va s'étirer. Et donc, on va obtenir un col. Et c'est une caractéristique, là encore, des variétés. Mais les cols de dame, donc, portent ce nom parce qu'elles ont un col altier. Hein, peut-être altier. Donc, voilà, col de dame.
Il faut savoir qu'il en existe au moins 3 variétés principales, donc la colle de dame blanc, la colle de dame noire et la colle de dame gris. Là aujourd'hui vous avez la colle de dame noire, c'est la plus cultivée, en particulier en Espagne, et les vanilles espagnoles, c'est celle que vous goûterez, la cultive principalement. Donc là c'est cultivé du côté de Barcelone. Donc la colle de dame gris est beaucoup plus rare, mais elle est très bonne également. Ce sont des variétés tardives. Donc si vous n'habitez pas en zone méditerranéenne, oubliez les cols de dame. Vous n'arriverez pas à l'avoir à maturité. Mais si vous habitez en zone méditerranéenne, je vous la conseille, elle est tardive, elle commence à mûrir quasiment mi-septembre et jusqu'au 1er juillet. Et ça fait vraiment des très beaux fruits qui vont se tenir assez bien et qui sont très très bons. Elles sont classées souvent parmi les meilleures en termes de scientifiques. C'est une variété très fertile, donc unifère là encore, hein, toutes les cols de dame sont unifères. Il en existe même une variété panachée, tandis qu'il y a des rayures un peu rouges et vertes. Alors, Conabria. Conabria, c'est une variété californienne qui a été issue d'une hybridation contrôlée. Autrement dit, on a pollinisé les fruits d'un arbre avec un caprifiguier dont on connaissait le nom en fait. Et l'arbre qui a été donc qui est mère, c'est celui qui est fruit qui va donner les graines, c'était la dotato. Donc c'est dotato avec un caprifiguier qui a donné donc Conabria. Donc principalement cultivée en Californie et on a la chance, on va pouvoir la goûter aujourd'hui, elle est excellente aussi. C'est une des variétés blanches à gros fruits qui va donner de très très bons résultats. Donc elle porte différents noms, Galboom, Jewel, Malcolm Supergiant, Verdon hybride, Contessina, Red Conabria, Adriatic hybride. Voilà, c'est une variété donc américaine qui a été obtenue par un des grands descripteurs américains, Iraty. Donc elle a été obtenue dans les années 55, en 1955. Donc c'est une variété très cultivée là-bas. L'arbre a des résistances. Alors je n'ai pas pensé à vous prendre des feuilles. Il a une forte résistance à la mosaïque. Je ne sais pas si vous connaissez la mosaïque. Si vous avez parfois dans le verger, vous avez une feuille qui va être comme avec des pixels, des cases de couleurs différentes, un peu jaune, un peu vert, un peu vert foncé, un peu vert clair, ce qu'on appelle la mosaïque. C'est une vie rose. Une vie rose, donc votre arbre là, il n'y a pas grand chose à faire. Ça va être gênant pour l'arbre en termes de gestion de sa photosynthèse, puisque forcément, tout ce qui va être un peu jaunâtre va le gêner au niveau de la photosynthèse. Mais il faut savoir que ce n'est pas dangereux pour le fruit, vous pouvez tout à fait consommer vos fruits. Mais voilà, celle-là en tout cas est résistante à la mosaïque. Alors c'est un fruit qui résiste bien à l'éclatement, autrement dit, quand il est sur l'arbre, s'il y a des fruits, il ne va pas exploser, il ne va pas se détacher en pétales. Mais par contre, il est très sensible au transport, et en particulier sa peau, quand il est à maturité, sa peau, elle se colle à vos doigts et elle s'arrache. Donc c'est des fruits qui sont très difficiles à manipuler. Par contre, très intéressant. C'est une bonne variété pour sécher également. Très sucré. Alors, la Dalmatie, vous voyez, la Dalmatie, c'est une variété croate, hein, donc qui est arrivée de Dalmatie, hein, comme son nom l'indique. C'est une belle variété qui est bifère, qui donne des fruits très gros. C'est des fruits assez longs, qui peuvent atteindre cette taille-là. Et les deux fruits, c'est-à-dire qu'elle est bifère, et souvent les deux fruits sont très bons. Par contre, le fruit de juin va être peu sucré. Donc c'est pas excellent. À la rigueur, on va en faire de la compote, parce que même pour la confiture, ça contient beaucoup d'eau. Et finalement, c'est pas l'idéal. Mais bon, à la rigueur, on va en faire de la compote. C'est un très joli fruit, très bon fruit. Moi, je le conseille, par exemple, en particulier à l'automne, quand il est dans un jardin, qu'il a un petit peu de soin. D'abord, il ne fait pas un immense arbre. C'est un arbre, la nation peut le tenir en pot, par exemple. Ce n'est pas un arbre à grand développement. C'est un arbre qui a un petit développement. Donc, dans un jardin, finalement, il ne va pas gêner dans un coin du jardin quand on a une petite surface.
Et c'est surtout il va s'entrecueillir tout au long de la saison. Autrement dit, il va commencer à faire mûrir ses fruits mi-août et quasiment jusqu'au premier gelé, vous en avez régulièrement. Parce que petit à petit, s'il est bien entretenu, s'il est bien exposé, je vous assure, c'est un très beau. Moi, je sais que je conseille pour l'amateur, pour celui qui aime bien la fille, son fruit d'automne est assez bon. Et on va se promener dans le jardin, on est sûr d'en trouver une, deux, trois qui vont être mûres, qu'on va pouvoir consommer. Donc c'est bien dans un jardin familial d'avoir ce arbre qui finalement ne vous donne pas une grosse production, mais vous permet d'en manger tout au long d'une longue saison. Voilà. Donc moi j'aime bien, je la trouve aussi très belle la dalmatie parce qu'elle a une feuille très paillée. Alors là, ça se voit pas bien. Mais elle a vraiment, sa feuille on dirait des bois. C'est très rigolo à voir. Et voilà, ça fait partie des feuilles. Je vous ai montré tout à l'heure différentes feuilles. Alors, ça, c'est une des feuilles de la dalmatie. Vous voyez, c'est très très étiré. On dirait vraiment une main. Pas le matilobé, hein, vraiment, c'est une main. C'est tous les fiquets résistants à la chaleur. Alors, la chaleur, oui. La sécheresse, non. Mais je répondrai à vos questions tout à l'heure, si vous voulez bien. D'accord? Alors, on continue. Après dalmatie, je voulais vous parler de la De Rey. De Rey, c'est une variété d'origine portugaise, hein, qu'on trouve aussi chez nous, qui est une bonne variété aussi. Donc là encore, une longue saison de production. Fruits frais, séchés au sirop, elle est vraiment très utilisée. Elle a une grande popularité donc, au Portugal et en Extremadure. Un peu moins chez nous, mais elle commence à être un peu cultivée par certains producteurs. Il est très sensible à la sécheresse et les pluies d'automne lui font perdre beaucoup ses qualités. Forcément, c'est un arbre qui a besoin de l'eau, mais qui peut perdre en qualité si elle a trouvé. Voilà. Il fait un très beau fruit aussi. On va changer. Voilà, Génois. Génois, c'est une variété d'origine italienne, bien adaptée donc, au climat océanique et qui supporte très volontiers les gelées. Donc c'est une plante voilà, pour le Piémont, pour des zones plus océaniques, les côtés de Bordeaux, etc. C'est une bonne variété. Ça fait un assez gros fruit, comme vous pouvez le voir, très en forme de poire, très allongé. Elle produit donc sans amplification, bien sûr, et sa peau, par contre, est mince, mais elle se pèle facilement. Donc ça se pèle assez bien. Vous voyez, la chair est ambrée. Alors par contre, l'arbre a besoin d'un peu d'entretien si on veut maintenir une bonne production. Autrement dit, il ne faut pas le laisser faire trop de bois. Il faut l'entretenir un petit peu pour obtenir une bonne production. Alors, grise de la Saint-Jean. Alors ça c'est un peu la variété emblématique de la région, on la trouve un peu partout. Grise de la Saint-Jean, très répandue dans le sud méditerranéen. Alors on peut la trouver sous le nom de grise de la Saint-Jean, cotignane, cordelière, célestine, coucourelle grise, ou également la grisette. Grise de la Saint-Jean, c'est une des variétés très sud-méditerranéen. Elle n'aime pas le froid, donc il faut la garder vraiment en zone méditerranéenne. C'est sans doute une des très très bonnes figues-fleurs pour le séchage. Chez nous, elle est séchée sur un figue-fleur, donc la fameuse brépa du mois de juin. On va pouvoir la sécher et le fruit d'automne, on va également pouvoir le sécher. C'est des figues qui sont très sucrées, qui fermentent peu, qui ont donc tendance à sécher même sur l'arbre, donc qui sont très intéressantes pour cette utilisation. C'est un arbre par contre qui ne peut pas être mené en gros parce qu'il a un très grand développement. Il faut oublier de pouvoir essayer de le mettre sur sa terrasse, ça ne marchera pas. Où il va végéter, il va avoir beaucoup de mal. Parce que quand on dit qu'il a un grand développement, ça veut dire qu'il a aussi un grand développement racinaire et qu'il donc souffrira dans certaines conditions. Sa mise à fruits est longue, exigeante en eau les premières années. Et les fruits, là encore, sont peu transportables parce que, là encore, l'épiderme est tellement fin que quand vous le ramassez, il reste accroché au doigt. Ça entraîne que les fruits s'abîment, en fait, très rapidement.
Mais par contre, intéressant pour l'amateur qui a ça dans son jardin, parce que je vous dis, en plus, il a 2 saisons de production, que les 2 saisons de production sont assez rapprochées, et vous avez l'impression de ramasser du fruit quasiment de mois de juin jusqu'au dernier jeudi. Voilà, c'est vraiment un fruit très intéressant. Alors, une variété King que j'aime beaucoup, hein. Alors on n'en a pas beaucoup dans le verger, on n'en a qu'un arbre qui est tout petit mais qui est très très bonne. C'est une variété américaine, bifère, très cultivée en Californie. Donc vous voyez qu'elle s'adapte plutôt bien aux zones froides, c'est intéressant. Très productive, qui donc porte des fruits, des brébas et des fruits d'automne qui sont très bons tous les deux. C'est très fructifère. Et d'ailleurs, la figue de la Breva est bien meilleure que bien plus productive que la figue d'automne. Donc, elle va plus produire finalement au mois de juin qu'en automne. Elle peut faire jusqu'à 6 à 8 fruits par rameau. Donc, les jeunes rameaux de l'année, 6 à 8 fruits par rameau au mois de juin. C'est énorme. Par contre, les branches ont tendance son développement a tendance à être très long. Il fait des longues branches qui se défeuillent petit à petit. Il faut faire attention à ces arbres qui ont tendance à se défeuiller à la base, parce qu'il y a un risque de brûlure. Maintenant, avec les changements climatiques et forte chaleur, donc il faut toujours maintenir un feuillage à la base. Donc si vous voyez que votre figuier il a tendance à faire ça, soit vous mettez de la lavande au pied, ou un romarin, ou enfin voilà, quelque chose qui va abîmer son pied, soit tout simplement vous laissez repartir des drageons, vous laissez des drageons pour éviter que cette partie-là soit à direct soleil, sinon il va brûler. L'Ampera, donc c'est une variété portugaise, très très produite en Portugal. On la trouve également pas mal en France. Par contre, chez nous, c'est ce qu'on appelle le San Pedro. Donc sa figue d'automne, elle va en faire. Alors le type San Pedro, qu'est-ce que c'est? Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué, il y avait déjà 2 types, c'est-à-dire unifère, bifère. Mais il y a aussi différents types selon la pollinisation nécessaire. On va voir le type Smyrne, le type San Pedro et le type commun. En France, dites-vous bien que la 3/4, la quasi-totalité des variétés sont de type commun. Le type commun n'a pas besoin de pollinisation. C'est de la parthénocarpie, autrement dit, l'arbre fait le fruit sans la pollinisation. Le type Smyrne, c'est souvent des variétés qui sont du Maghreb, par exemple, en Turquie on peut en trouver, sur le croissant fertile on va en trouver. Le type Smyrne a besoin de pollinisation pour pouvoir produire le fruit d'automne. Donc il a besoin du blastophage pour faire cette pollinisation. Sans blastophage, vous n'avez pas de fruit. On a quelques variétés de type Smyrne. Quand elles portent du fruit, on sait que le blastophage est parvenu jusqu'ici. Sinon, on n'en a pas. Okay. Sans pollinisation, le fruit avorte. Et après, vous avez le type San Pedro. La dauphine, le fruit d'automne, s'il est aussi petit et par rapport à la Breva qui est très grosse, parce que la dauphine avait principalement cultivé pour sa Breva. Donc le fruit d'automne, s'il est si petit et si peu productif, c'est parce qu'il lui manque le blastophage. C'est le type San Pedro. San Pedro, il va faire des petits fruits, mais sans blastophage, voilà, ça va rester petit, ça ne sera pas nécessairement très sucré. Alors qu'avec blastophage, ça peut prendre. Voilà, donc c'est pareil. Ça, c'est vraiment. San Pedro, il peut produire sans, mais il ne fera pas des gros fruits, il ne fera pas des fruits très très goûteux. Alors qu'avec le blastophage, il fera des fruits beaucoup plus goûteux. La Lampera, c'est ça. C'est une San Pedro. Elle a besoin que sa figue d'automne soit pollinisée. Moins de caron, donc on appelle aussi Duquera negra, Monginenco ou Argusella. Donc là, elle est d'origine italienne, la noix de Caron, très cultivée à Caron. C'est son nom, noix de Caron. Mais alors, par contre, elle est très sensible au sol sur lequel elle pousse. La noix de Caron, c'est une variété qui ne s'implantera pas partout.
La Lambre 40, quelque part en dehors de son territoire, elle a plus de mal. Il faudra qu'elle arrive à retrouver les conditions, et c'est pas dit qu'elle fasse un très bon fruit, ce qui est, curieusement, parce qu'apparemment, elle est excellente. Mais selon le secteur où elle est plantée, ça ne réussira pas. Donc par contre, elle est très sensible au virus de la mosaïque. Et par contre, là, l'arbre, c'est un petit développement, donc aussi une variété qu'on peut mettre en pot. Avec en plus un port retombant. Vous avez des branches qui ont tendance à créer une autre. On va tourner. Alors on est sur. Ce qu'on appelle une chimère. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des chimères. Donc c'est une mutation qui a été fixée par Buture, par Buture en l'occurrence chez Figuier. C'est la panachée. La panachée, elle est connue depuis très très longtemps. Vous avez déjà des Archimboldo. Vous connaissez les portraits d'Archimboldo? On va retrouver dessus. On a quelques natures mortes du Moyen-Âge qui portent déjà cette forme très panachée comme ça. Donc ça, elle n'est pas excellente, je ne vous cache pas, mais elle est tellement belle. C'était vraiment un fruit d'apparat, ce qu'on appelait un fruit d'apparat. Autrement dit, on avait ça dans son jardin, et quand on le sortait sur la table, et c'était généralement les tables des rois, vous en mettiez plein la vue. Même si, gustativement, c'était pas tout à fait ça. Mais voilà, c'était vraiment une très très belle figue, qui a, en plus, qui se tient très bien, puisqu'elle n'a pas énormément de chair en fait à l'intérieur, elle est très sèche. Et donc, voilà, elle se tient assez bien pendant quelques jours dans un cocotier, et donc ça fait toute sa grâce. Alors, il faut savoir que son bois aussi, le jeune bois de l'année, est légèrement panaché, donc vous allez voir des striures sur le bois. Voilà. Donc, on a maintenant la sultane, une très bonne ici. Avec une longue, là aussi une longue production, puisqu'elle est bifère, mais comme elle est une bifère tardive, autrement dit au mois de juin, en fait, elle ne va pas produire, elle va produire de début juillet, elle ne va pas s'arrêter. En gros, elle va faire début juillet jusqu'à septembre-novembre. Très bonne figue qui s'appelle aussi grosse de juillet, noire de juillet ou bellone bifère. Donc elle est juteuse, charnue, sa peau fine et violette, sa chair est rouge. Elle donne une très bonne confiture parfumée et elle se déguste également en frais et séché. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention.